What is your name? Marissa Marcel. Ah, yes, from the advertisement. I bought the soap. How old are you, dear? 17 and 10 months. Ah, perfect age. You may show signs of intelligence, but are not yet old enough to think you know better than your director. Have you prepared something? 34 Charlie, take 2. Scene 40B, take 3. Scene 1415 Charlie, take 7. Yes. I'm the original of your Madonna. I like fucking, I just don't think it's great art. I just have one more song for you tonight. It's a cover of a song I bet you know, but I like it better like this. Yet here I am, close to you. Closer than I have ever been before. Hey, I've been here for a few hours. You should arrest me or give me something to eat. Yeah, it's good. Mark is great. He's, very good looking. He is. There are many actresses who can play the temptress, but this character is so special because she takes the form of an innocent. When I saw Miss Marcel, she had a spark. I see great things for her future. And how does it feel to be sculpted by Fisher? It's a great honor. I'm not a forgiving God! God will just put himself acting with her. Take her to her cell. She will wait for 2 days back to the water and prepare for death. No, please, God! Stop! Stop! I think I will tell you what I'm doing! Okay, I'm doing! Without me. No, I'm no prostitute. Naughty. I've succeeded. Beyond my wildest hopes, I shall live, Ambrosio. I shall live for you. Do not reproach me. It brings me no pleasure that I must conceal from you the source of my happiness. But the fault is not mine, but yours. As yet, I cannot entrust you with this secret. Be patient. L'industrie du cinéma a toujours été perçue de manière ambivalente. D'une part, elle a su générer une mythologie grâce à son pouvoir audiovisuel, ouvrant ainsi la voie à un potentiel de création inimaginable. D'autre part, elle s'est transformée en une puissante machine de production qui écrase tout sur son passage. Hollywood a rapidement bâti son mythe en mettant en avant ces deux facettes. Les études menées par Richard Dyer dans le monde anglophone ainsi que les travaux de Noël Burch et Geneviève Cellier en France avec le Star Studies, ont adopté une approche à la fois cinématographique et socio-culturelle. Ces approches nous permettent d'illustrer comment chaque star a été construite en tant que personnage, en examinant leur rôle dans le contexte culturel, leur relation avec les fans et leur célébrité. Les stars dégagent une aura particulière et utilisent la construction de leur image pour entretenir leur influence, devenant ainsi bien plus que de simples individus, mais de véritables constructions idéologiques ayant une grande portée. Grâce aux études réalisées sur les stars de cinéma, nous pouvons désormais mieux comprendre l'industrie cinématographique dans toute sa complexité et son impact sur la culture et la société. Générateur d'étoiles depuis sa création et symbole d'émancipation individuelle, le quartier de Los Angeles a pourtant une image bien plus sombre. Animé par la presse à scandale et les faits divers depuis plus d'un siècle, Hollywood a toujours suscité passion et controverse. En 1975, le cinéaste et écrivain Kenneth Anger publie un livre qui va secouer l'industrie du cinéma. Le diptyque Hollywood Babylone et sa suite Retour à Babylone en 1984 dresse un état des lieux sordide de ce milieu. Avec une multitude de documents et une dose d'imagination, Anger décrit en détail les scandales présumés impliquant des stars hollywoodiennes de l'ère du muet aux années 60. Des mystérieuses morts telles que l'actrice Olive Thomas, supposément décédée par ingestion de mercure, aux tueries de la famille Manson, la descente aux enfers de Frances Farmer, qui a vécu le pire de la psychiatrie, en passant par l'affaire Roscoe Arbuckle, Kenneth Anger compile les dérives de ce système et des personnes qui le composent.
Il aborde les crimes non élucidés qui ont lieu dans des maisons de stars, telles que la mort de William Desmond Taylor et l'affaire du Dahlia Noir, qui sont parmi les plus célèbres. Il évoque les comportements caractériels et violents d'Alfred Hitchcock et de Charlie Chaplin, ainsi que les agissements des prédateurs sexuels comme Alexander Pantage et les accusations de pédophilie concernant Errol Flynn. Il met en lumière les liaisons dangereusement proches avec la mafia, la déchéance des actrices à la fin de leur carrière et les addictions aux drogues qui ont abouti à des tragédies par intoxication, ainsi que le nombre exorbitant de ceux qui ont tragiquement mis fin à leur jour, comme Lupe Vélez, Carol Landis, Peg Entwistle ou encore Judy Garland. Ces faits divers ont alimenté l'imaginaire autour de Hollywood et font désormais partie intégrante de son histoire et de sa mythologie. Ces dérives du libertinage ont été critiquées par les conservateurs, considérées comme des histoires sensationnalistes et morbides par les curieux, mais elles ont également été étudiées en tant qu'exemple de rapport de force entre les individus. Ces controverses font partie intégrante de ce monde qui continue de faire parler de ses travers de nos jours. Cette facette interdite et secrète de Hollywood crée une imagerie mêlant des événements en apparence isolés, mais qui ensemble forment un univers digne d'une fiction. Encore de nos jours, des secrets refont surface, cachés par l'industrie du cinéma hors caméra. What is your name? Marissa Marcel. Marissa Marcel est une actrice française née dans les années 40. Elle serait née en 1949 et aurait rapidement déménagé à Londres à la fin des années 60. Ses activités durant cette période restent également très mystérieuses. On la retrouve plus tard en tant que mannequin et elle commence à se faire connaître dans le théâtre et la publicité. Passionnée par le cinéma et le milieu du star system, Marissa enchaîne les auditions dans l'espoir de décrocher un rôle qui pourrait lancer véritablement sa carrière. Elle est remarquée dans une publicité pour le savon Royal Heather où elle apparaît pour la première fois à l'écran. Cette publicité, en apparence anecdotique, va toutefois changer le cours de sa vie en la menant dans le monde du cinéma. Son physique, correspondant aux normes d'une actrice charismatique et naturelle, lui vaut d'être sélectionnée pour une audition. Cette dernière porte ses fruits puisqu'elle est engagée comme actrice principale dans le film Ambrosio, réalisé par Arthur Fisher en 1968. C'est à ce moment-là que la carrière de Marissa Marcel aurait dû débuter, ou plutôt aurait pu débuter. Tout au long de sa vie, elle n'a participé qu'à 3 films. Ambrosio en 1968, Minsky en 1970 et Two of Everything en 1999. À notre connaissance, aucun de ces films n'est sorti en salle ou même monté. Les bandes-sons de ces films sont restées conservées, mais Marissa Marcel disparaît des écrans définitivement après ce dernier film. Cette carrière maudite suscite de nombreuses interrogations. Marissa Marcel n'a accordé aucune interview pendant toute sa carrière, à l'exception d'une seule, en 1968, lorsqu'elle fut invitée à l'émission The Tonight Show, présentée par un animateur qui ressemblait étrangement à Johnny Carson. Cette rencontre avait pour objectif de promouvoir le film Ambrosio. Cependant, aucune autre apparition publique n'a été enregistrée après cela. Le culte du secret qui entoure cette actrice, dont aucune image sur pellicule n'est accessible au public, est l'un des plus grands mystères du cinéma. Pendant près d'un demi-siècle, ce mystère est resté enfoui. Cependant, depuis 2020, les bandes-sons de ces films inachevés ont été dévoilées au grand public. Désormais, n'importe qui peut avoir accès à ces œuvres. Ambrosio est un moine célèbre dans l'Espagne du XVIIe siècle. Il dirige une abbaye à Madrid et connu pour être un modèle de vertu. Un jour, après avoir donné son sermon, il fait la rencontre de Matilda, une nonne de l'abbaye, et immédiatement séduit par elle. Alors qu'Ambrosio cueille une rose pour Matilda, il est mordu par un serpent et tombe gravement malade. A serpent amongst the roses. Help! Help! Father Ambrosio has fallen! Christ's example shows us that sacrifice is the truest test. Matilda reste près de lui et parvient à le guérir miraculeusement en aspirant le poison de sa blessure, mais elle-même est empoisonnée à son tour.
l'image qu'il a d'elle devient de plus en plus ambiguë au fil de l'histoire. She has made no attempt to charm or seduce you. And yet she is beautiful. As beautiful as me. Blessed Virgin, Christ be with me, Christ with me, Christ protect me. May I kiss your hand? Naughty. Alors qu'elle est mourante, Mathilda implore Ambrosio de faire l'amour avec elle, et bien qu'il y consente à contre-cœur, il accepte. Après leur relation, Mathilda effectue un rituel dans le cimetière qui la guérit du poison. Elle et Ambrosio deviennent des amants secrets, cachant leur liaison aux yeux des autres. On découvre rapidement qu'elle n'est en réalité pas une vraie nonne, mais une infiltrée qui s'approche d'Ambrosio dans un but précis. Pendant ce temps, Ambrosio rencontre Antonia, une noble femme vivant dans un environnement très protecteur. Il est instantanément attiré par elle. Mathilda propose à Ambrosio de l'aider à séduire Antonia en utilisant la même magie qui la guérit du poison. Elle lui donne une branche qui rendra Antonia inconsciente pendant un certain temps, lui permettant ainsi d'entrer dans sa chambre. Ambrosio est sur le point de la violer lorsque la mère d'Antonia intervient et le confronte à son crime. Dans la panique, Ambrosio la tue en l'étouffant avec un oreiller. En état de choc après la mort de sa mère, Antonia se tourne vers Ambrosio pour obtenir de l'aide. Alors que la fête de la Saint-Clair approche, Ambrosio souhaite la voir avant la cérémonie. Il lui administre un poison qui la plonge dans un coma mortel. Le soir suivant, il emmène Antonia dans la crypte sous le couvent où elle se réveille de son sommeil drogué. Dans la confusion, Ambrosio poignarde Antonia qui s'enfuit. I go to my God. It will be a mercy to escape this realm. Stay dead. Plus tard dans la soirée, Antonia court dans le vaisseau central, ensanglantée, portant la croix d'Ambrosio dans les mains. Swapping them out for ash cloth. Antonia, the Virgin. What devilry's at work here? Interrogée et torturée par l'Inquisition, confrontée à Mathilda, celle-ci avoue sa culpabilité et est condamnée à mort. Ambrosio, quant à lui, maintient son innocence, également torturé. Il est visité par Mathilda, qui l'encourage à céder son âme à Your Satan. kingdom away from this dungeon. My freedom came at a price. Will you pay the same, Ambrosio? Am I to suffer for their sins as your child did? Ambrosio demande à Lucifer de lui sauver la vie et celui-ci accepte, Please just show me a sign that this is what you wish. mais lui révèle que c'était son plan depuis le début de gagner l'âme d'Ambrosio et que Mathilda était en réalité une démone l'aidant dans cette tâche.
Lucifer emporte Ambrosio dans le ciel et le laisse tomber sur des rochers en contrebas, où il sera condamné à rester pour l'éternité. Rabbi, take me to Matilda! My dear Ambrosio, Where is the demon? you have sermonized that Satan may sometimes take a pleasing form. I've had my eye on you for a while. This model of piety. The mortal who placed his puny virtues on a level with those of angels. Now you are mine, eternally. Dans un contexte d'Espagne sous l'Inquisition, le film traite de sujets aussi sacrilèges que le viol, l'inceste et le conflit entre le Dieu et le diable. Il présente la chute brutale d'un modèle de chasteté confronté à une fraude de la Vierge Marie. Ce film est directement adapté du livre de Matthew Gregory Lewis, Le Moine, paru en 1796, qui est un roman phare de la littérature gothique anglaise. Le Moine est une dénonciation viscérale du système clérical et de sa moralité faussement vertueuse. Il met en lumière la croyance en une rédemption totale qui autorise les pires violences, créant un décalage complet entre la vie sans entrave et les valeurs professées. Au XIXe siècle, l'influence ecclésiastique décline progressivement dans toute l'Europe. Dans le milieu intellectuel de l'époque, s'affrontent les idées des Lumières et du rationalisme qui offrent de nouvelles perspectives de pensée, et les réactionnaires, opposés à la modernité, qui cherchent à préserver l'influence de l'instruction religieuse, en particulier dans les milieux ruraux et dans la sphère de la grande croyance. L'ordre sacré n'est plus au centre du pouvoir politique face à l'émergence du libéralisme. L'œuvre de Matthew Gregory Lewis a eu une influence considérable sur une grande partie de la littérature du XIXe siècle. Des auteurs tels que Charles Dickens et Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ont été inspirés par les débuts de la littérature gothique au début du siècle. Pourquoi réaliser une adaptation du roman ? Le metteur en scène Arthur Fisher est à la fois une personnalité bien établie dans l'industrie du cinéma et un cinéaste typique dans ce milieu. À l'époque, il est âgé de 58 ans lorsqu'il entreprend l'adaptation du roman de Matthew Gregory Lewis. Fisher a eu une carrière assez productive dans les années 50 et 60, avec comme point d'orgue le succès de Marion et le Rêveur, qu'il a établi en tant que cinéaste de l'ère classique d'Hollywood. Cependant, il s'approprie une certaine vision de la liberté d'expression dans son art. Ses productions ont été de plus en plus influencées par le cinéma européen des années 60, caractérisé par une approche plus libre, éloignée des contraintes des studios et une diversité de styles de création. Ce qui l'attire le plus dans ce cinéma européen, c'est surtout sa liberté de ton, en particulier dans la manière d'aborder la sexualité. Fisher a toujours défendu l'idée de montrer de la nudité dans ses films. Il s'intéresse aux nuances et à l'exploration sans tabou de la sexualité dans le cadre de son expression artistique. Le sujet de la nudité sur grand écran est devenu un débat intense dans les productions américaines. En 1962, dans le film Something's Got to Give de George Cukor, une scène de baignade dans la piscine avec Marilyn Monroe nue était prévue. Le film ne fut jamais terminé et resta inachevé en raison du décès de Monroe d'une surdose de drogue le 5 août 1962 à l'âge de 36 ans. La production de Something's Got to Give a été retravaillée et refaite sous le nom de Moreover Darling en 1963, sans nudité. C'est finalement Jayne Mansfield qui brisa le tabou à Hollywood avec la comédie érotique Promises, Promises de King Donovan en 1963. Malgré le caractère de série B du film, il fit scandale et suscita beaucoup de discussions. Ce schéma se répéta ensuite. Le début de la sexploitation au milieu des années 1960, ainsi qu'un regain d'intérêt du grand public pour une imagerie autrefois réservée à des milieux restreints, firent que Hollywood ne put plus ignorer ce changement des mœurs. Certaines productions se servirent de littérature controversée pour aborder des sujets violents, comme le fit Stanley Kubrick avec le film Lolita par exemple. La politique conservatrice du cinéma perdit son hégémonie pendant un temps.
Le code ACE, qui était le code de production d'autorégulation du cinéma américain pendant 40 ans, se retrouva dépassé. C'est dans ce contexte de volonté de libération des mœurs qu'Arthur Fisher réalisa Ambrosio en 1968. C'est lui qui découvre Marissa Marcel et qui va l'amener à jouer le rôle de Mathilda, un personnage à double facette destiné à conduire le protagoniste vers un point de non-retour. La construction du personnage de Mathilda véhicule un archétype de la femme dans le cinéma, celui de la vampire. Une figure diabolique, séductrice, chassant ses prétendants et détruisant tout homme qui tombe sous son emprise. Une vision fantasmée de la femme menthe religieuse qui dévore ses proies. Le film décrit la punition d'un croyant chaste, pris dans son fantasme de réincarnation de la Vierge Marie. Une fois la nature de sorcellerie de Mathilda révélée, Ambrosio ne recule pas et continue à franchir un à un les interdits. Cette punition critique ouvertement la recherche de la vertu et de la chasteté absolue prônée par la foi catholique. L'adoration se transforme en fanatisme personnel. Le film met surtout en avant l'incapacité d'Ambrosio à guérir et à aider, remettant en question la notion même du pardon qui devient un fantasme. Ambrosio est tellement dévoré par son orgueil et sa croyance en sa propre pureté qu'il devient aveugle face à son désir de contrôler les autres, notamment lorsque Mathilda lui propose davantage de pouvoir sur les autres. Pourtant, le film reste coincé dans ses codes, fonctionnel et bien loin de ce que l'on peut voir des productions plus confidentielles ou en Europe à cette époque. Malgré sa réputation de braver les interdits, Ambrosio reste dans une phase de transition entre deux époques. L'envie de provocation reste timide et cela se reflète dans sa construction. Le ratio du film en 4/3 détonne par rapport au cinémascope qui fascine le cinéma grand budget de cette époque. La mise en scène très fonctionnelle d'Ambrosio donne un aspect fantastique qui s'appuie sur les conventions du cinéma des années 40-50. Le film tente de montrer une certaine modernité, comme en témoigne l'affiche du film, rappelant les conceptions de Saul Bass, une construction simple, avec des lignes prédominantes, des formes découpées et une typographie brisée, un style très prisé à l'époque qui reflète une appréciation pour le baroque. Ambrosio adopte l'esthétique du film fantastique, en recréant des décors en studio et en utilisant des made paintings pour créer de la profondeur. Il n'ose pas sortir de ses codes, même au nom de la provocation. Un conflit a éclaté lors du tournage concernant la présentation de Mathilda en enfer. L'idée était de la montrer vêtue d'une robe espagnole du XVIIIe siècle, mais insatisfait de la tenue, le réalisateur a finalement décidé de la montrer nue. La nudité a été décidée non sans conflit entre le réalisateur et le chef de la photographie. L'adaptation a également omis certains détails du roman, et des éléments plus graves ont été tus. Après le tournage, les rushs ont été stockés et l'équipe se félicitait de la finalisation du film, potentiellement synonyme de succès futur. Le film n'a jamais été diffusé au public, car le réalisateur du film, Arthur Fisher, a volé les négatifs et a saboté la sortie d'Ambrosio sans que la raison de son geste ne soit connue. On n'a plus jamais entendu parler d'Arthur Fisher depuis. Wait, why don't we make it cute? Follow me. This is John Jurek. He's the director of photography. He paints with light. Sur le tournage d'Ambrosio, un chef de la photographie, John Jurek, va se faire remarquer dans les années qui vont suivre. Ce jeune chef opérateur, originaire de New York, a souvent travaillé dans de grandes productions américaines, évoluant dans le milieu de la photographie. D'abord assistant, il est un cinéaste qui a gravi les échelons, décide de quitter les productions d'envergure pour réaliser lui-même son tout premier film. Il emmène avec lui toute une équipe, la plupart étant des personnes qui ont déjà travaillé avec lui sur d'autres productions. Parmi ces personnes figure l'actrice Marissa Marcel, qui joue le rôle principal féminin. Le film est un polar d'enquête intitulé Minsky, réalisé en 1970, où Marissa Marcel incarne Mademoiselle Franny. D'autres acteurs viendront s'ajouter au casting par la suite, notamment Carl Greenwood Jr., qui jouera le rôle principal de l'inspecteur Goodman.
Tout le film est construit autour d'un flashback qui perturbe profondément l'inspecteur, rappelant les événements qu'il a vécus. Au départ, il enquêtait sur la mort de Minsky, un peintre tué par asphyxie après avoir mis un moule en plâtre sur son visage et dont le corps a été mutilé après sa mort. L'inspecteur Goodman se montre intrigué par le personnage de Mademoiselle Franny, la muse de la victime. Franny incarne l'archétype de la femme fatale, mystérieuse, séductrice, cultivée, vénale, cigarette à la main, avec une gestuelle mondaine et une sexualité qui brise les tabous face à un homme. Elle explique à l'inspecteur que sa relation avec Minsky était profondément toxique, marquée par un certain fantasme du corps féminin, ce dernier ayant eu des rapports avec tous les modèles qui posaient pour lui. Alors que tout semble accuser Franny, l'inspecteur Goodman éprouve une fascination pour elle. Par hasard, il retrouve Franny sur les lieux du crime, où elle le peint nu et entretient une relation sexuelle avec lui, lui mettant un masque en plâtre sur le visage et une cigarette à la bouche, faisant ainsi écho à la manière dont Minsky est mort. Par la suite, l'inspecteur Goodman trouve une piste en la personne d'Olga Lebenev, une mannequin considérée comme lunatique, qu'il avait déjà croisée par hasard lors d'un vernissage. Elle avait également travaillé avec Minsky avant d'être remplacée par Franny. Goodman décide alors de se travestir pour infiltrer un club des bas-fonds de New York en compagnie de Franny. Alors qu'ils entament une relation sexuelle dans les toilettes, Olga Lebenev les surprend et s'enfuit. Dans la même nuit, ils se rendent tous les deux à l'appartement de l'inspecteur, où Franny remarque un tableau d'elle peint par Minsky. Sentant qu'elle est manipulée, elle avoue le meurtre à l'inspecteur Goodman. Celui-ci révèle à son tour qu'il se nomme en réalité Alan Goodman. Dans les jours qui suivent, Alan Goodman retrouve Olga Lebenev dans un hôpital psychiatrique pour l'interroger, mais elle se suicide en s'ouvrant les poignets. Voilà ce que l'on peut retenir du scénario de Minsky. Minsky fait partie du cinéma polar des années 1970. Imprégné de l'héritage du film noir et des films de gangsters des années précédentes. Ce nouveau cinéma se démarque par un ton tout à fait particulier. Il perd sa pudeur en abordant des sujets de manière frontale et en traitant des milieux marginalisés qui n'avaient pas souvent été mis en pellicule auparavant pour être diffusés à l'écran. Ce schéma se répétera dans les années qui suivent, avec des films tels que Cruising de William Friedkin ou Pulsion de Brian De Palma. Minsky présente également des similitudes avec d'autres films de la même époque, tels que Chinatown de Roman Polanski, Le point de non-retour de John Boorman et surtout Klute de Alan J. Palooka. Sorti un an après, dont les ressemblances avec Minsky sont troublantes. Ainsi, Minsky s'inscrit dans cette nouvelle vague cinématographique qui dépeint des réalités sociales et des milieux souvent ignorés ou dissimulés dans le cinéma traditionnel. Le traitement de la ville dans Minsky montre le début d'une désillusion concernant la représentation de New York comme un modèle d'émancipation. Dans les années 70, New York traverse l'une des pires périodes de son histoire. Le contexte de stagflation aux États-Unis, associé à des dépenses municipales trop élevées, conduit l'État fédéral à se désengager de la ville, entraînant des faillites en série. Certaines infrastructures urbaines sont laissées à l'abandon, le chômage explose et la criminalité atteint des sommets. La guerre du Vietnam et la corruption gouvernementale ont traumatisé la nation, mettant en lumière la destruction du rêve américain. Comme le montrent les films emblématiques de cette époque, tels que Taxi Driver de Martin Scorsese. John Durick, le réalisateur de Minsky, est lui-même un New-Yorkais, bien impliqué dans le milieu artistique de la ville. Il était peut-être membre actif ou simplement un observateur de la Factory d'Andy Warhol, un lieu emblématique, fréquenté par des artistes de divers horizons. La Factory était un véritable carrefour pour écrivains, chanteurs, acteurs et actrices, devenant ainsi des stars ou se côtoyant simplement au sein de cette communauté créative. John Durick souhaitait reconstruire son milieu artistique à travers une fiction d'enquête dans le monde de l'art. Malheureusement, le film n'a jamais vu le jour. Lors d'une scène de confrontation, l'acteur Carl Greenwood Jr. a été gravement blessé par une balle à blanc tirée sur son torse. It just went off.
fucking Christ. Il a malheureusement succombé à cette blessure plus tard. Suite à cet accident tragique, le réalisateur et l'équipe du film ont pris la décision de ne pas achever la production. Les rushs ont été laissés à l'abandon et ne furent jamais montés. Quant à Marissa Marcel, l'actrice qui a tiré le coup de feu accidentel, elle s'est isolée du monde du cinéma après cette expérience. On ne l'a plus revue dans le milieu pendant près de 30 ans. La fin tragique de Carl Greenwood Jr. est officiellement qualifiée d'accident. Cependant, certaines archives du making-of du tournage ont suscité des interprétations différentes. Le film a été tourné en pellicule cinémascope, mais des vidéos en Super 8 ont été découvertes dans les archives du tournage. Ces vidéos révèlent un aspect caché des coulisses. Marissa Marcel semblait entretenir une relation étroite, à la fois avec l'acteur Carl Greenwood Jr. et le réalisateur John Durick. Des relations de complicité et même d'intimité semblaient s'être créées, et Marissa Marcel naviguait entre les deux hommes. On apprendra plus tard que Carl Greenwood Jr. et John Durick étaient tous deux homosexuels, ce qui a donné naissance à un triangle amoureux complexe. Ce dernier va se dégrader au fur et à mesure que le tournage avance. Rien ne permet d'affirmer que cet accident était en réalité un meurtre déguisé. Néanmoins, les archives retrouvées soulèvent des interrogations quant à la nature ambiguë des relations entre les cinéastes. La sexualité libre n'était pas inconnue dans les années 1970, mais cela pouvait conduire à des incompréhensions et des tensions qui ont fini par affecter la relation entre Carl, Marissa Marcel et John. Nous sommes en 1999. John Durick est devenu réalisateur, qui a eu une carrière modeste de metteur en scène. Cette fois-ci, il va réaliser un film qui se démarque de ce qu'il a l'habitude de faire. Two of Everything est le nouveau projet qu'il compte réaliser. Marissa Marcel, qui avait pourtant disparu du cinéma pendant des décennies, fait son retour dans le rôle principal, en binôme avec une autre actrice nommée Amy Archer. Le film raconte l'histoire de Maria, une chanteuse pop-star à succès. Cependant, en réalité, Maria a un double nommé Heather qui se fait passer pour elle afin de lui permettre de prendre une pause dans sa carrière de star de la pop. Marissa Marcel joue donc deux rôles, celui de Maria et celui de Heather. Maria doit se rendre ainsi à une cérémonie chez le personnage joué par Amy Archer. Maria rentre dans sa chambre et se fait agresser par le producteur Andrew Essenberg. Maria parvient à s'échapper et prévient son hôte de l'attaque dont elle a été victime. Mais cette dernière explique qu'elle aurait dû se laisser satisfaire les désirs du producteur. Pour éviter un procès, elle ordonne à ses hommes de tuer celle qu'elle croit être Maria. In we come. We see it's Maria. Prenant la place de la vraie Maria, Heather décide de se faire passer pour elle et de se venger. In this bloody water, Maria is baptized, ready to be reborn. She moves slowly. Sacred water sinks underwater and swims away. When she resurfaces in the shallow end, the blood from her crimes has been washed away. Her hair slicks down to her head. In the midst of the chaos, she is clean. Two of Everything est souvent considéré comme le film le moins réussi de Marissa Marcel. Son impact visuel est moins marqué comparé à d'autres productions dans lesquelles elle a joué au début de sa carrière. En effet, le film dénote par rapport aux standards techniques proches de notre époque. Tourné en pellicule au format 16:9, les vidéos d'archives du making-of sont réalisées en numérique. Le ratio 16:9 en 1,77:1 était un format typique des années 90 et 2000, standardisé pour les écrans de télévision et d'ordinateur. Le fond de Two of Everything aborde des sujets qui font écho à d'autres films de la même période. Derrière son apparence de thriller, le film explore le thème de l'identité. Il questionne ce qui définit un individu, ses particularités qui le rendent unique ou semblable à un autre. Ce questionnement sur l'unicité individuelle est un enjeu central du film. Un thème qui était présent dans d'autres films de l'époque, mais qui n'avait jamais pris une telle importance dans le cinéma. Par ailleurs, l'émergence de la révolution robotique a également contribué à soulever des questions philosophiques sur l'identité. De nombreux films de cette époque jouent sur cette ambiguïté du faux-semblant, abordant des thématiques autour de l'identité et des frontières entre l'humain et la machine.
offrant au public une réflexion profonde sur l'unicité individuelle et les défis posés par les avancées technologiques. Two of Everything est le dernier film dans lequel Marissa Marcel a joué, et également le dernier film réalisé par John Durick. Comme pour Minsky et Ambrosio, le film n'a jamais été finalisé en post-production. La plupart des scènes n'ont d'ailleurs pas été tournées du tout, et seules les scènes de répétition comblent partiellement certaines séquences manquantes. La raison de cet arrêt soudain et mystérieux du tournage reste inexpliquée, du moins à en juger par les images d'archives disponibles. En effet, pendant le tournage, Marissa Marcel et le réalisateur John Durick ont tout simplement disparu, sans laisser de traces. Aucune information supplémentaire n'a été donnée par la suite, laissant planer le mystère sur leur sort. On ignore s'ils sont morts ou encore en vie. Toutefois, des éléments troublants peuvent être observés dans les rushs disponibles. Il semblerait que Marissa Marcel et John Durick aient tous les deux été victimes de malaises réguliers sur le plateau. De plus, Marissa Marcel semblait souffrir de saignements plus ou moins importants tout au long du tournage. On ne sait pas si ces problèmes de santé sont liés à une maladie ou à un facteur externe. Contrairement à Ambrosio, il n'y a pas de vidéo d'archives montrant l'envers du décor. Et tout le contenu des rushs semble être à caractère professionnel, sans jamais sortir de ce cadre. Ainsi, il est difficile de connaître la nature exacte de la relation entre John Durick et Marissa Marcel. L'actrice Marissa Marcel est l'un des plus grands mystères du cinéma. Découverte en 1968 en tant qu'actrice prodige, elle semblait destinée à une brillante carrière dans l'industrie cinématographique. Sa vie a été entachée par une série de malédictions, chaque film dans lequel elle a joué n'ayant pas été finalisé. Marissa Marcel reste entourée de mystères concernant sa véritable identité et ses activités en dehors du milieu du cinéma. Ces interrogations sont d'autant plus pertinentes que, entre son premier film et son dernier, Ambrosio en 1968 et Two of Everything en 1999, elle semble ne pas avoir vieilli, tout comme John Durick. Face à cette énigme, il est difficile de reconstituer toutes les pièces du puzzle, en se contentant de regarder simplement les rushs du film. Il est donc nécessaire d'aller au-delà de ces éléments pour percer le mystère qui entoure Marissa Marcel. Peut-être existe-t-il des indices cachés, dans des archives ou des documents, qui révéleraient la vérité sur cette actrice énigmatique. Les questions sur l'identité de Marissa Marcel, ses relations avec John Durick et les raisons pour lesquelles les films n'ont jamais été finalisés suscitent l'intérêt et la curiosité. Leur étrange disparition et leur absence de vieillissement soulèvent des questions troublantes. Pour découvrir qui se cache réellement derrière le mystère de Marissa Marcel, il faudra peut-être creuser plus profondément et chercher des réponses au-delà des éléments visibles à l'écran.